Les caves du Vatican. Sotti. André Gide. Livre premier. Antime Armand Dubois. Pour ma part, mon choix est fait. J'ai opté pour l'athéisme social. Cet athéisme, je l'ai exprimé depuis une quinzaine d'années dans une série d'ouvrages. Georges Palante. Chronique philosophique du Mercure de France, décembre 1912. Chapitre 1er. L'an 1890, sous le pontificat de Léon XIII, la renommée du docteur X, spécialiste pour maladies d'origine rhumatismale, appela à Rome Antime Armand Dubois, franc-maçon. « Eh quoi » s'écriait Julius de Baraioul, son beau-frère. « C'est votre corps que vous voulez en aller soigner à Rome ? Puissiez-vous reconnaître là-bas combien votre âme est plus malade encore ?» À quoi répondait Armand Dubois sur un ton de commisération renchérie : « Mon pauvre ami, regardez donc mes épaules. » Le débonnaire Baraioul levait les yeux malgré lui vers les épaules de son beau-frère. Elles se trémoussaient, comme soulevées par un rire profond, irrépressible. Et c'était certes grand pitié que de voir ce vaste corps à demi perclus occuper à cette parodie le reliquat de ses disponibilités musculaires. Allons, décidément leur position était prise. L'éloquence de Baraioul n'y pourrait rien changer. Le temps peut-être ? Le secret conseil des saints lieux. D'un air immensément découragé, Julius disait seulement « Antime, vous me faites beaucoup de peine. » Les épaules aussitôt s'arrêtaient de danser car Antime aimait son beau-frère. « Puissais-je, dans 3 ans, à l'époque du jubilé, lorsque je viendrai vous rejoindre, puissais-je vous trouver amendé ?» Du moins, Véronique accompagnait-elle son époux dans des dispositions d'esprit bien différentes. Pieuse, autant que sa sœur Marguerite et que Julius, ce long séjour à Rome répondait à l'un des chers entre ses vœux. Elle meublait de menues pratiques pieuses sa monotone vie déçue, et, Bréhaigne, donnait à l'idéal les soins que ne réclamait d'elle aucun enfant. Hélas, elle ne gardait pas grand espoir de ramener à Dieu son Antime. Elle savait depuis longtemps de quel entêtement était capable ce large front barré de quel déni. L'abbé Flons l'avait averti. « Les plus inébranlables résolutions, lui disait-il, « Madame, ce sont les pires. N'espérez plus que d'un miracle. » Même, elle avait cessé de s'attrister. Dès les premiers jours de leur installation à Rome, chacun des 2 époux, de son côté, avait réglé son existence retirée. Véronique dans les occupations du ménage et dans les dévotions, Antime dans ses recherches scientifiques. Ils vivaient ainsi l'un près de l'autre, se supportant en se tournant le dos, grâce à quoi régnait entre eux une manière de concorde, planait sur eux une sorte de demi-félicité, chacun d'eux trouvant dans le support de l'autre l'emploi discret de sa vertu. L'appartement qu'ils avaient loué par l'entremise d'une agence présentait, comme la plupart des logements italiens, joints à d'imprévus avantages, de remarquables inconvénients. Occupant tout le premier étage du palais Forgetti, via in Lucina, il jouissait d'une assez belle terrasse, où tout aussitôt Véronique s'était mis en tête de cultiver des aspidistras, qui réussissent si mal dans les appartements de Paris. Mais pour se rendre sur la terrasse, force était de traverser l'orangerie dont Antime avait fait aussitôt son laboratoire, et dont il avait été convenu qu'il livrerait passage de telle heure à telle heure du jour. Sans bruit, Véronique poussait la porte, puis glissait furtivement, les yeux au sol, comme passe un converse devant les graffitis obscènes. Car elle dédaignait de voir, tout au fond de la pièce, débordant du fauteuil où s'accotait une béquille, l'énorme dos d'Antime se voûtait au-dessus d'on ne sait quelle maligne opération. Antime, de son côté, affectait de ne la point entendre. Mais sitôt qu'elle avait repassé, il se soulevait de son siège, se traînait vers la porte et, plein de hargne, les lèvres serrées, d'un coup d'index autoritaire, vlan, poussait le loquet. C'était l'heure bientôt où, par l'autre porte, Beppo le procureur entrait prendre les commissions. Galopin de 12 ans ou 13, en haillons, sans parents, sans gîte,
Antime l'avait remarqué peu de jours après son arrivée à Rome. Devant l'hôtel où le couple était d'abord descendu via di Bocca di Leone, Beppo sollicitait l'attention du passant au moyen d'un criquet blotti sous une pincée d'herbe dans une petite nasse de jonc. Antime avait donné 10 sous pour l'insecte, puis, avec le peu d'italien qu'il savait, tant bien que mal avait fait entendre à l'enfant que, dans l'appartement où il devait emménager le lendemain, via in Lucina, il aurait bientôt besoin de quelques rats. Tout ce qui rampait, nageait, trottait ou volait servait à le documenter. Il travaillait sur la chair vive. Beppo, procureur né, aurait fourni l'aigle ou la louve du Capitole. Ce métier lui plaisait qui flattait son goût de la maraude. On lui donnait 10 sous par jour. Il aidait, d'autre part, au ménage. Véronique d'abord le regardait d'un mauvais œil. Mais du moment qu'elle le vit se signer en passant devant la Madone à l'angle nord de la maison, elle lui pardonna ses guenilles et lui permit de porter jusqu'à la cuisine l'eau, le charbon, le bois, les sarments. Il portait même le panier quand il accompagnait Véronique au marché. Le mardi et le vendredi, jour où Caroline, la bonne qu'ils avaient amenée de Paris, était trop occupée par le ménage. Beppo n'aimait pas Véronique, mais il s'était épris du savant, qui bientôt, au lieu de descendre péniblement dans la cour prendre livraison des victimes, permit à l'enfant de monter au laboratoire. On y accédait directement par la terrasse, qu'un escalier dérobé reliait à la cour. Dans sa revêche solitude, le cœur d'Antime battait un peu lorsque approchait le faible claquement des petits pieds nus sur les dalles. Il n'en laissait rien voir, rien le dérangeait de son travail. L'enfant ne frappait pas à la porte vitrée. Il grattait, et, comme Antime restait courbé devant sa table sans répondre, il avançait de 4 pas et jetait de sa voix fraîche un « permesso » qui remplissait d'azur la pièce. À la voix, on eût dit un ange, et c'était un net bourreau. Dans le sac qu'il posait sur la table à supplice, quelle nouvelle victime apportait-il ? Souvent trop absorbé, Antime n'ouvrait pas le sac aussitôt. Il y jetait un rapide coup d'œil, du moment que la toile tremblait, c'était bien. Rats, souris, passereaux, grenouilles, tout était bon pour ce Moloch. Parfois, Beppo n'apportait rien. Il entrait tout de même. Il savait qu'Armand Dubois l'attendait, fût-ce les mains vides. Et tandis que l'enfant silencieux aux côtés du savant se penchait vers quelque abominable expérience, je voudrais pouvoir assurer que le savant ne goûtait pas un vaniteux plaisir de faux dieu à sentir le regard étonné du petit se poser, tour à tour, plein d'épouvante, sur l'animal, plein d'admiration sur lui-même. En attendant de s'attaquer à l'homme, Antime Armand Dubois prétendait simplement réduire en tropisme toute l'activité des animaux qu'il observait. Tropisme. Le mot n'était plus tôt inventé que déjà l'on ne comprenait plus rien d'autre. Toute une catégorie de psychologues ne consentit plus qu'au tropisme. 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 Quelle lumière soudaine émanait de ces syllabes. Évidemment, l'organisme cédait aux mêmes incitations que l'héliotrope lorsque la plante involontaire tourne sa face au soleil, ce qui est aisément réductible à quelques simples lois de physique et de thermochimie. Le cosmos enfin se douait d'une bénignité rassurante. Dans les plus surprenants mouvements de l'être, on pouvait uniment reconnaître une parfaite obéissance à l'agent. Pour servir à ses fins, pour obtenir de l'animal maté l'aveu de sa simplicité, Antime Armand Dubois venait d'inventer un compliqué système de boîtes à couloirs, à trappes, à labyrinthes, à compartiments contenant les uns la nourriture, les autres rien, ou quelques poudres sternutatoires à portes de couleurs ou de formes différentes. Instruments diaboliques qui, tôt après, firent fureur en Allemagne, et qui, sous le nom de Volksirkasten, servirent à la nouvelle école psychophysiologique à faire un pas de plus dans l'incrédulité. Et pour agir distinctement sur l'un ou l'autre sens de l'animal, sur l'une ou l'autre partie du cerveau, il aveuglait ceux-ci, assourdissait ceux-là, les châtrait, les décortiquait, les écervelait, les dépouillait de tel ou tel organe que vous eussiez juré indispensable, dont l'animal, pour l'instruction d'Antime, se passait.
Son communiqué sur les réflexes conditionnels venait de révolutionner l'université d'Uppsala. D'âpres discussions s'étaient élevées, auxquelles avait pris part l'élite des savants étrangers. Dans l'esprit d'Antime, cependant, s'ameutaient les questions nouvelles. Laissant donc ergoter ses collègues, il poussait ses investigations dans d'autres voies, prétendant forcer Dieu dans de plus secrets retranchements. Que toute activité entraînait une usure, il ne lui suffisait pas de l'admettre grosso modo, ni que l'animal, par le seul exercice de ses muscles ou de ses sens, dépensât. Après chaque dépense, il demandait combien. Et le patient exténué cherchait-il à récupérer, Antime, au lieu de le nourrir, le pesait. L'apport de nouveaux éléments eût compliqué par trop l'expérience que voici. 6 rats jeûnants et ligotés entraient quotidiennement en balance. 2 aveugles, 2 borgnes, 2 y-voyants. De ces derniers, un petit moulin mécanique fatiguait sans cesse la vue. Après 5 jours de jeûne, dans quel rapport étaient les pertes respectives? Sur de petits tableaux ad hoc, Armand Dubois, chaque jour à midi, ajoutait de nouveaux chiffres triomphaux. Chapitre 2. Le jubilé était tout proche. Les Armand Dubois attendaient les Barayouls d'un jour à l'autre. Le matin que parvint la dépêche annonçant leur arrivée pour le soir, Antime sortit pour s'acheter une cravate. Antime sortait peu, le moins souvent possible, se remuant malaisément. Véronique faisait volontiers pour lui ses emplettes. On amenait à lui les fournisseurs qui prenaient commande d'après modèle. Antime ne se souciait plus des modes, mais pour simple qu'il désirât sa cravate, modeste nœud de surat noir, encore la voulait-il choisir. Le plastron en satin carmélite, qu'il avait acheté pour le voyage et mis durant son séjour à l'hôtel, s'échappait constamment du gilet, qu'il avait accoutumé de porter très ouvert. Marguerite de Barayoul trouverait certainement trop négligé le foulard crème qui l'avait remplacé, et que maintenant, monté sur épingle, un vieux gros camé sans valeur. Il avait eu bien tort de quitter les petits nœuds noirs tout faits qu'il portait à Paris communément, et surtout de n'en pas garder un pour modèle. Quelle forme allait-on lui proposer? Il ne se déciderait pas avant d'avoir visité plusieurs chemisiers du Corso et de la Via dei Condotti. Les coques, pour un homme de 50 ans, étaient trop libres. Décidément, c'était un nœud tout droit, d'un noir bien mat, qui convenait. Le déjeuner n'était que pour 1 heure. Antime rentra vers midi avec l'emplette, à temps pour peser ses animaux. Ce n'était pas qu'il fût coquet, mais Antime éprouva le besoin d'essayer sa cravate avant de se mettre au travail. Un débris de miroir gisait là, qui lui servait naguère à provoquer des tropismes. Il le posa de champ contre une cage et se pencha vers son propre reflet. Antime portait en brosse des cheveux encore épais, jadis roux, aujourd'hui de cet inconstant jaune grisâtre que prennent les vieux objets d'argent doré. Ses sourcils avançaient en broussailles au-dessus d'un regard plus gris, plus froid qu'un ciel d'hiver. Ses favoris, arrêtés hauts et coupés courts, avaient conservé le ton fauve de sa moustache bourrue. Et il passa le revers de la main sur ses joues plates, sous son large menton carré. « Oui, oui, marmonna-t-il, je me raserai tantôt. » Il sortit de l'enveloppe la cravate, la posa devant lui, enleva l'épingle camée, puis le foulard. Sa nuque était puissante, qu'encerclait un col de mi-haut, échancré par devant et dont il rabattait les pointes. Ici, malgré tout mon désir de ne relater que l'essentiel, je ne puis passer sous silence la loupe d'Antime Armand Dubois. Car tant que je n'aurais pas plus sûrement appris à démêler l'accidentel du nécessaire, qu'exigerais-je de ma plume, sinon exactitude et rigueur? Qui pourrait affirmer en effet que cette loupe n'avait joué aucun rôle, qu'elle n'avait pesé d'aucun poids dans les décisions de ce qu'Antime appelait sa libre pensée? Plus volontiers, il passait outre sa sciatique, mais cette mesquinerie, il ne la pardonnait pas au bon Dieu. Ça lui était venu, il ne savait comment, peu de temps après son mariage, et d'abord il n'y avait eu au sud-est de son oreille gauche, où le cuir devient chevelu, qu'un cisseur sans autre importance. Longtemps,
Sous l'abondant cheveu qu'il ramenait en boucle par-dessus, il put dissimuler l'excroissance. Véronique elle-même ne l'avait pas encore remarqué, lorsque, dans une caresse nocturne, sa main soudain la rencontrant. « Tiens, qu'est-ce que tu as là ?» s'était-elle écriée. Et comme si, démasquée, la grosseur n'avait plus à garder de retenue, elle prit en peu de mois les dimensions d'un œuf de perdrix, puis de pintade, puis de poule, et s'en tint là, tandis que le cheveu plus rare se partageait alentour d'elle et l'exposait. À 46 ans, Antime Armand Dubois n'avait plus à songer à plaire. Il coupara ses cheveux et adopta cette forme de faux col demi-haut dans lesquels une sorte d'alvéole réservée cachait la loupe et la révélait à la fois. Suffit pour la loupe d'Antime. Il passa la cravate autour de son cou. Au centre de la cravate, à travers un petit couloir de métal, devait glisser le ruban d'attache que s'apprêtait à coincer un bec en levier. Ingénieux appareil, mais qui n'attendait que la visite du ruban pour abandonner la cravate. Celle-ci retomba sur la table d'opération. Force était de recourir à Véronique. Elle accourut à l'appel. « Tiens, recouds-moi ça, dit Antime. »« Travail à la machine, ça ne vaut rien, murmura-t-elle. Il est de fait que ça ne tient pas. » Véronique portait toujours, piquée à son caraco d'intérieur, sous le sein gauche, 2 aiguilles toutes enfilées, l'une de blanc, l'autre de noir. Près de la porte-fenêtre, sans même s'asseoir, elle commença la réparation. Antime, cependant, la regardait. C'était une assez forte femme, aux traits marqués. Entêtée comme lui, mais accorte après tout, et la plupart du temps souriante, au point qu'un peu de moustache ne durcissait pas trop son visage. « Elle a du bon, » pensait Antime en la voyant tirer l'aiguille. « J'aurais pu épouser une coquette qui m'eût trompé, une volage qui m'eût planté là, une bavarde qui m'eût rompu la tête, une bécasse qui m'eût fait sortir de mes gonds, une grinchue comme ma belle-sœur. » Et sur un ton moins rogue que de coutume, « Merci, dit-il, comme Véronique, son travail achevé, repartez. » La cravate neuve à son cou, Antime à présent est tout à ses pensées. Plus aucune voix ne s'élève, ni au dehors, ni dans son cœur. Il a déjà pesé les rats aveugles. Qu'est-ce à dire? Les rats borgnes sont stationnaires. Il va peser le couple intact. Tout à coup, un sursaut si brusque que la béquille roule à terre. Stupeur. Les rats intacts? Il les repèse à neuf. Mais non, il faut bien s'en convaincre. Les rats intacts, depuis hier, ont augmenté. Une lueur traverse son cerveau. « Véronique !» Avec un grand effort ayant ramassé sa béquille, il se rue vers la porte. « Véronique !» Elle accourt de nouveau, obligeante. Alors lui, sur le pas de la porte, solennellement, « Qui est-ce qui a touché à mes rats ?» Pas de réponse. Il reprend lentement, détachant chaque mot, comme si Véronique avait cessé de comprendre facilement le français. « Pendant que j'étais sorti, quelqu'un leur a donné à manger. Est-ce vous ?» Alors elle, qui retrouve un peu de courage, se retourne vers lui presque agressive. « Tu les laissais mourir de faim, ces pauvres bêtes. Je n'ai pas dérangé ton expérience, simplement je leur ai... » Mais il la saisit par la manche et, clopinant, l'amène jusqu'à la table, où, désignant les tableaux d'observation, « Vous voyez bien ces feuilles, où depuis 15 jours je concile mes remarques sur ces bêtes. Ce sont celles-mêmes qu'attend mon collègue Potier pour en donner lecture à l'Académie des sciences en sa séance du 17 mai prochain. Ce 15 avril, jour où nous sommes, à la suite de ces colonnes de chiffres, que puis-je écrire? Que dois-je écrire ?» Et comme elle ne souffle mot, du bout carré de son index, comme avec un stylet, grattant l'espace blanc du papier, « Ce jour-là, reprend-il, Madame Armand Dubois, épouse de l'observateur, n'écoutant que son tendre cœur, commis la... Qu'est-ce que vous vouliez que je mette? La maladresse? L'imprudence? La sottise? Écrivez plutôt, eut pitié de ces pauvres bêtes, victimes d'une curiosité saugrenue. » Il se redresse, très digne. « Si c'est ainsi que vous le prenez, vous comprendrez, madame, que désormais je dois vous prier de passer par l'escalier de la cour pour aller soigner vos plantations. Croyez-vous que j'entre jamais dans votre galetas pour mon plaisir? Épargnez-vous la peine d'y entrer à l'avenir.
Puis, joignant à ces mots l'éloquence du geste, il saisit les feuilles d'observation et les déchire en petits morceaux. « Depuis 15 jours, a-t-il dit. En vérité, ces rats ne jeûnent que depuis 4. Et son irritation, sans doute, s'est exténuée dans cette exagération du grief, car à table, il peut montrer un front serein. Même, il pousse la philosophie jusqu'à tendre à sa moitié une dextre conciliatrice. Car moins encore que Véronique, il ne se soucie de donner à ce ménage si bien pensant des Barayouls le spectacle de dissensions dont ceux-ci ne manqueraient pas de faire les opinions d'Antime responsables. Vers 5 heures, Véronique change son caraco d'intérieur contre une jaquette de drap noir et part à la rencontre de Julius et de Marguerite, qui doivent entrer en gare de Rome à 6 heures. Antime va se raser. Il a bien voulu remplacer son foulard par un nœud droit. Voici qui doit suffire. Il répugne à la cérémonie et prétend ne pas désavouer devant sa belle-sœur une veste d'alpaga, un gilet blanc chiné de bleu, un pantalon de coutil et de confortables pantoufles de cuir noir sans talons, qu'il garde même pour sortir et qu'excuse sa claudication. Il ramasse les feuilles déchirées, remet bout à bout les fragments et recopie soigneusement tous les chiffres en attendant les Barayouls. Chapitre 3. La famille de Baraioul est originaire de Parme. C'est un Baraglioli, Alessandro, qu'épousait en secondes noces Filippa Visconti en 1514, peu de mois après l'annexion du duché aux États de l'Église. Un autre Baraioli, Alessandro également, se distingua à la bataille de Lépante et mourut assassiné en 1580, dans des circonstances qui demeurent mystérieuses. Il serait aisé, mais sans grand intérêt, de suivre les destinées de la famille jusqu'en 1807, époque où Parme fut réunie à la France, et où Robert de Barayouls, grand-père de Julius, vint s'installer à Pau. En 1828, il reçut de Charles X la couronne de comte, couronne que devait porter si noblement un peu plus tard Juste Agénor, son troisième fils. Les 2 premiers moururent en bas âge, dans les ambassades où brillait son intelligence subtile et triomphait sa diplomatie. Le deuxième enfant de Juste Agénor de Barayouls, Julius, qui depuis son mariage vivait complètement rangé, avait eu quelques passions dans sa jeunesse. Mais du moins pouvait-il se rendre cette justice que son cœur n'avait jamais dérogée. La distinction foncière de sa nature et cette sorte d'élégance morale qui respirait dans ses moindres écrits avaient toujours empêché ses désirs sur la pente où sa curiosité de romancier leur eût sans doute lâché bride. Son sang coulait sans turbulence, mais non pas sans chaleur, ainsi qu'en eussent pu témoigner plusieurs aristocratiques beautés. Et je n'en parlerai pas ici si ses premiers romans ne l'avaient clairement laissé entendre, à quoi ils durent en partie le grand succès mondain qu'ils remportèrent. La haute qualité du public susceptible de les admirer leur permit de paraître, l'un dans le Correspondant, 2 autres dans la Revue des 2 mondes. C'est ainsi que, comme malgré lui, encore jeune, il se trouva tout porté vers l'Académie. Déjà semblait l'y destiner sa belle allure, la grave onction de son regard et la pâleur pensive de son front. Antime professait grand mépris pour les avantages du rang, de la fortune et de l'aspect, ce qui ne laissait pas de mortifier Julius. Mais il appréciait chez Julius certains bons naturels, et une grande maladresse dans la discussion qui souvent laissait à la libre penser davantage. À 6 heures, Antime entend stopper devant la porte la voiture de ses hôtes. Il sort à leur rencontre sur le palier. Julius monte le premier. Avec son chapeau Kronstadt, son pardessus droit à revers de soie, on le dirait en tenue de visite, non de voyage, n'était le châle écossais qu'il portait sur l'avant-bras. La longueur du trajet ne l'a nullement éprouvé. Marguerite de Barayouls suit au bras de sa sœur. Elle, très défaite au contraire. Capote et chignon de travers, trébuchant aux marches, a un quartier de visage caché par son mouchoir qu'elle tient en compresse, comme elle approche d'Antime. « Marguerite a un charbon dans l'œil, glisse Véronique.
Julie, leur fille, gracieuse enfant de 9 ans, et la bonne, qui ferme la marche, garde un silence consterné. Avec le caractère de Marguerite, il ne s'agit pas de prendre la chose en riant. Antime propose d'envoyer quérir un oculiste. Mais Marguerite connaît de réputation les médicastres italiens et ne veut pour rien au monde en entendre parler. Elle souffle d'une voix mourante. « De l'eau fraîche, un peu d'eau fraîche, simplement. Ah !» « Ma chère sœur, effectivement, reprend Antime, l'eau fraîche pourra vous soulager un instant en décongestionnant votre œil, mais elle n'enlèvera pas le mal. » Puis, se tournant vers Julius, « Avez-vous pu voir ce que c'était ?»« Pas très bien. Dès que le train s'arrêtait et que je me proposais d'examiner, Marguerite commençait de s'énerver. »« Mais ne dis donc pas cela, Julius. Tu as été horriblement maladroit. Pour me soulever la paupière, tu as commencé par me retourner tous les cils. »« Voulez-vous que j'essaie à mon tour, dit Antime, je serai peut-être plus habile. » Une facchino montait les malles. Caroline alluma une lampe à réflecteur. « Voyons, mon ami, tu ne vas pas faire cette opération dans le passage, dit Véronique. Et elle mène les Barayoul à leur chambre. L'appartement des Armand-Dubois se développait autour de la cour intérieure où prenaient jour les fenêtres d'un couloir qui, partant du vestibule, rejoignait l'orangerie. Sur ce couloir ouvraient les portes de la salle à manger d'abord, puis du salon, énorme pièce d'angle, mal meublée, dont ne se servaient pas les Antimes. De 2 chambres d'amis préparées, la première pour le couple Barayoul, la seconde plus petite pour Julie. Auprès de la dernière chambre, celle du couple Armand-Dubois. Toutes ces pièces, d'autre part, communiquaient entre elles intérieurement. La cuisine et 2 chambres de bonne donnaient sur l'autre côté du palier. « Je vous en prie, ne soyez pas tous autour de moi, » gémit Marguerite. « Julius, occupe-toi donc des bagages. » Véronique a fait asseoir sa sœur dans un fauteuil et tient la lampe, tandis qu'Antime s'attentionne. Le fait est qu'il est enflammé. Si vous retiriez votre chapeau... Mais Marguerite, craignant peut-être que sa coiffure en désordre ne laisse paraître ses éléments d'emprunt, déclare qu'elle ne le retirera que plus tard. Un chapeau cabriolet à bride ne l'empêchera pas d'appuyer sa nuque au dossier. « Alors vous m'invitez à sortir la paille de votre œil avant d'ôter la solive qui est dans le mien ?» dit Antime avec une sorte de ricanement. « Voilà qui me paraît bien contraire aux préceptes évangéliques. » « Ah, je vous en prie, ne me faites pas trop chèrement payer vos soins. Je ne dis plus rien. Avec le soin d'un mouchoir propre, je vois ce que c'est. N'ayez pas peur, crénom. Regardez au ciel, la voici. » Et Antime enlève à la pointe du mouchoir une escarbille imperceptible. « Merci, merci. Laissez-moi maintenant, j'ai une affreuse migraine. » Tandis que Marguerite repose, que Julius déballe avec la bonne et que Véronique surveille les préparatifs du repas, Antime s'occupe de Julie qu'il a emmenée dans sa chambre. Il avait quitté sa nièce toute petite et reconnaît mal cette grande fillette au sourire déjà gravement ingénu. Au bout d'un peu de temps, comme il la tient près de lui, causant des menues puérilités qu'il espérait pouvoir lui plaire, son regard s'accroche à une mince chaînette d'argent que l'enfant porte au cou et à laquelle il flaire que doivent être suspendues des médailles. D'un glissement indiscret de son gros index, il ramène celle-ci sur le devant du corsage et, cachant sa maladive répugnance sous un masque d'étonnement, « Qu'est-ce que c'est que ces machinettes-là » Julie comprend fort bien que la question n'est pas sérieuse. Mais pourquoi s'offusquerait-elle ? « Comment, mon oncle ? Vous n'avez jamais vu des médailles ?»« Ma foi, non, ma petite. » ment-il. « Ça n'est pas joli, mais je pense que cela sert à quelque chose. » Et comme la sereine piété ne répugne pas à quelque espièglerie innocente, l'enfant avise, contre la glace au-dessus de la cheminée, une photographie qui la représente et, la désignant du doigt, « Vous avez là, mon oncle, le portrait d'une petite fille qui n'est pas non plus jolie. À quoi donc peut-il vous servir ?» Surpris de trouver chez une cagotine un si malicieux esprit de répartie, et sans doute tant de bon sens, l'oncle Antime est momentanément désarçonné. Avec une fillette de 9 ans, il ne peut pourtant pas engager une discussion métaphysique.
Il sourit. La petite aussitôt se saisissant de l'avantage et montrant les piécettes saintes. « Voici, dit-elle, celle de Sainte Julie, ma patronne, et celle du Sacré-Cœur de notre... »« Du bon Dieu, tu n'en as pas une ?» interrompt absurdément Antime. L'enfant répond très naturellement « Non, du bon Dieu, on n'en fait pas. » Mais voici la plus jolie. C'est celle de Notre-Dame de Lourdes, que m'a donnée la tante Fleurissoir. Elle l'a rapportée de Lourdes. Je l'ai mise à mon cou le jour où petit père et maman m'ont offerte à la Sainte Vierge. C'en est trop pour Antime. Sans chercher à comprendre un instant ce qu'évoquent d'ineffablement gracieux ces images, le mois de mai, le blanc et le bleu cortège des enfants, il cède à un maniaque besoin de blasphème. « Elle n'a donc pas voulu de toi, ta bonne Sainte Vierge, que tu es encore avec nous ?» La petite ne répond rien. Se rend-elle compte déjà qu'à de certaines impertinences, le plus sage est de ne rien répondre ? Au reste, qu'est-ce à dire ? Après cette question saugrenue, ce n'est pas Julie, c'est le franc-maçon qui rougit. Trouble léger, compagnon inavoué de l'indécence, confusion passagère que l'oncle cachera en déposant sur le front candide de sa nièce un respectueux baiser réparateur. « Pourquoi faites-vous le méchant, l'oncle Antime ?» La petite ne se méprend pas. Au fond, ce savant impie est sensible. Alors pourquoi cette résistance obstinée ? À ce moment, Adèle ouvre la porte. « Madame réclame mademoiselle. » Apparemment, Marguerite de Barayoul redoute l'influence de son beau-frère et se soucie peu de laisser longtemps sa fille avec lui. C'est ce qu'il osera lui dire à demi-voix, un peu plus tard, tandis que la famille se rend à table. Mais Marguerite lèvera sur Antime un œil encore légèrement enflammé. « Peur de vous ? Mais, cher ami, Julie aurait converti 12 de vos pareils avant que vos moqueries aient pu remporter le plus petit succès sur son âme. » Non, nous sommes plus solides que cela, nous autres. Tout de même, songez que c'est une enfant. Elle sait tout ce qu'on peut attendre de blasphème d'une époque aussi corrompue et dans un pays aussi honteusement gouverné que le nôtre. Mais il est triste que les premiers motifs de scandale lui soient offerts par vous, son oncle, que nous voudrions lui apprendre à respecter. Chapitre 4. Ces paroles si mesurées, si sages, seront-elles calmées Antime ? Oui, pendant les 2 premiers services. Au reste, le dîner, bon mais simple, n'a que 3 plats. Et tandis que la conversation familiale musardera le long de sujets non épineux. Par égard pour l'œil de Marguerite, on parlera d'abord oculistique. Les Barayoul feignent de ne point voir que la loupe d'Antime a grossi. Puis de la cuisine italienne, par gentillesse pour Véronique, avec allusion à l'excellence de son dîner. Puis Antime demandera des nouvelles des Fleurissoirs que les Barayoul ont été voir dernièrement à Pau, et de la comtesse de Saint-Prix, la sœur de Julius, qui villégiature dans les environs. De Geneviève, enfin, l'exquise fille aînée des Barayoul, que ceux-ci auraient souhaité emmener avec eux à Rome, mais qui jamais n'avaient consenti à s'éloigner de l'hôpital des enfants malades, où chaque matin, rue de Sèvres, elle va panser les plaies des petits malheureux. Puis Julius jettera sur le tapis la grave question de l'expropriation des biens d'Antime. Il s'agit de terrains qu'Antime avait achetés en Égypte lors d'un premier voyage qu'il fit jeune homme dans ce pays. Mal situés, ces terrains n'avaient pas acquis jusqu'à présent grande valeur. Mais il était question depuis peu que la nouvelle ligne de chemin de fer du Caire à Héliopolis les traversât. Certes, la bourse des Armand-Dubois, qu'on surmenait de hasardeuses spéculations, a grand besoin de cette aubaine. Pourtant, Julius, avant son départ, a pu parler à Maniton, l'ingénieur expert commis à l'étude de la ligne, et conseille à son beau-frère de ne point trop dorer son espérance. Il pourrait bien rester Grosjean. Mais ce qu'Antime ne dit pas, c'est que l'affaire est entre les mains de la loge, qui n'abandonne jamais les siens. Antime à présent parle à Julius de sa candidature à l'Académie, de ses chances. Il en parle en souriant parce qu'il n'y croit guère. Et Julius, lui-même, feint une indifférence tranquille et comme renoncée. À quoi bon raconter que sa sœur, la comtesse Guy de Saint-Prix, tient le cardinal André dans sa manche et, partant, les 15 immortels qui toujours votent avec lui ?
Antime esquisse un compliment très léger sur le dernier roman de Barioul, L'ère des cimes. Le fait est qu'il a trouvé le livre exécrable. Et Julius, qui ne s'y méprend pas, se hâte de dire, pour mettre son amour-propre à couvert, « Je pensais bien qu'un tel livre ne pourrait pas vous plaire. » Antime consentirait encore à excuser le livre, mais cette allusion à ses opinions le chatouille. Il proteste que celle-ci n'incline en rien les jugements qu'il porte sur les œuvres d'art en général, et sur les livres de son beau-frère en particulier. Julius sourit avec une accommodante condescendance et, pour changer de sujet, demande à son beau-frère des nouvelles de sa sciatique, qu'il appelle par erreur son lumbago. Ah, pourquoi Julius ne s'est-il pas plutôt enquis de ses recherches scientifiques? On aurait eu beau jeu de lui répondre. Son lumbago? Pourquoi pas sa loupe bientôt? Mais ses recherches scientifiques, apparemment son beau-frère les ignore. Il préfère les ignorer. Antime, tout échauffé déjà, et que précisément le lumbago fait souffrir, ricane et répond hargneux. « Si je vais mieux? Vous en seriez bien fâché. » Julius s'étonne et prie son beau-frère de lui apprendre ce qui lui vaut le prêt d'aussi peu charitables sentiments. « Parbleu, vous aussi vous savez appeler le médecin sitôt qu'un des vôtres est malade. Mais quand votre malade guérit, la médecine n'y est plus pour rien. C'est à cause des prières que vous avez faites pendant que le médecin vous soignait. Celui-là qui n'a point fait ses Pâques, parbleu, vous trouveriez bien impertinent qu'il guérit. » « Plutôt que de prier, vous préférez rester malade » dit d'un ton pénétré Marguerite. De quoi vient-elle se mêler? D'ordinaire, elle ne prend jamais part aux conversations d'intérêt général et fait la supprimer dès que Julius ouvre la bouche. C'est entre hommes qu'il cause, foin des ménagements. Il se tourne abruptement vers elle. « Ma charmante, sachez que si la guérison était là, vous m'entendez bien. » Et il désigne éperdument la salière. « Tout près, mais que je dusse, pour avoir le droit de m'en saisir, implorer monsieur le principal, c'est ainsi qu'il s'amuse dans ses jours d'humeur à appeler l'être suprême, ou le prier d'intervenir, de renverser pour moi l'ordre établi, l'ordre naturel des effets et des causes, l'ordre vénérable, eh bien, je n'en voudrais pas de sa guérison. Je lui dirai au principal, fichez-moi la paix avec votre miracle, je n'en veux pas. » Il scande les mots, les syllabes. Il a haussé la voix au diapason de sa colère. Il est affreux. « Vous n'en voudriez pas? Pourquoi » demanda Julius très calme. « Parce que cela me forcerait de croire à celui qui n'existe pas. » Ce disant, il donne du poing sur la table. Marguerite et Véronique, inquiètes, ont échangé un clin d'œil, puis toutes deux reporté le regard vers Julie. « Je crois qu'il est temps d'aller se coucher, ma fillette, dit la mère. Fais vite, nous viendrons te dire adieu dans ton lit. » L'enfant, que les atroces propos et l'aspect démoniaque de son oncle épouvantent, s'enfuit. « Je veux, si je guéris, n'en être obligé qu'à moi-même. Suffit. »« Eh bien, et le médecin alors » hasarda Marguerite. « Je paie ses soins et je suis quitte. » Mais Julius, sur son registre le plus grave, tandis que de la reconnaissance envers Dieu, vous lirez « Oui, mon frère, et voilà pourquoi je ne prie pas. » D'autres ont prié pour toi, mon ami. C'est Véronique qui parle. Elle n'avait jusqu'à présent rien dit. Au son de cette douce voix trop connue, Antime sursaute, perd toute retenue. Des propositions contradictoires se bousculent sur ses lèvres. D'abord, on n'a pas le droit de prier pour quelqu'un contre son gré, de demander une faveur pour lui sans qu'il en sache. C'est une trahison. Elle n'a rien obtenu, tant mieux. Ça lui apprendra ce qu'elles valent, ses prières. Il y a de quoi être fier. Mais peut-être, après tout, qu'elle n'a pas prié suffisamment. « Soyez tranquille, je continue », reprend aussi doucement que devant Véronique. Puis, toute souriante et comme hors du vent de cette colère, elle raconte à Marguerite que, chaque soir, et sans en manquer un, elle brûle, au nom d'Antime, 2 cierges aux côtés de la Madone triviale, à l'angle nord de la maison, celle-là même devant qui Véronique avait jadis surpris Beppo se signant. L'enfant gitait, niché, tout auprès dans un renfoncement du mur, où Véronique était sûre de le trouver à heure dite. Elle n'eût pu atteindre à la niche, placée hors de la portée des passants. Beppo, c'était à présent un svelte adolescent de 15 ans, s'agrippant aux pierres et à un anneau de métal,
posaient les cierges tout flambants devant la sainte image. Et la conversation, insensiblement, se détournait d'Antime, se refermait par-dessus lui. Les deux sœurs, à présent parlant de la piété populaire si touchante, par quoi la plus fruste statue est aussi la plus honorée. Antime était tout submergé. Quoi ? Ne suffisait-il pas que ce matin déjà, derrière son dos, Véronique eût nourri ses rats ? À présent, elle brûle des cierges, pour lui, sa femme, et compromet Beppo dans cette inepte simagrée. Ah, nous allons bien voir. Le sang monte au cerveau d'Antime. Il étouffe, à ses tempes bat un tocsin. Dans un immense effort, il se dresse en culbutant une chaise. Il renverse sur sa serviette un verre d'eau. Il éponge son front. Va-t-il se trouver mal ? Véronique s'empresse. Il la repousse d'une main brutale, s'échappe vers la porte qu'il claque. Et déjà dans le corridor, on entend sa marche inégale s'éloigner avec l'accompagnement de la béquille sourd et clopant. Ce départ brusque laisse nos convives attristés et perplexes. Quelques instants, ils demeurent silencieux. « Ma pauvre amie, dit enfin Marguerite. » Mais à cette occasion s'affirme une fois de plus la différence entre le caractère des deux sœurs. L'âme de Marguerite est taillée dans cette étoffe admirable dont Dieu fait proprement ses martyrs. Elle le sait et aspire à souffrir. La vie, malheureusement, ne lui accorde aucun dommage. Comblée de toutes parts, sa faculté de bon support en est réduite à chercher dans de menues vexations son emploi. Elle met à profit les moindres choses pour en tirer égratignure. Elle s'accroche et se raccroche à tout. Certes, elle sait s'arranger de manière à ce qu'on lui manque, mais Julius semble travailler à désœuvrer toujours plus sa vertu. Comment s'étonner, dès lors, qu'elle se montre auprès de lui toujours insatisfaite et quinteuse ? Avec un mari comme Antime, quelle belle carrière ! Elle se pique à voir sa sœur savoir en profiter si peu. Véronique, en effet, se dérobe au grief. Sur son indéfectible onction souriante, tout glisse, sarcasme, moquerie, et sans doute elle a pris son parti depuis longtemps de l'isolement de sa vie. Antime, au demeurant, n'est pas méchant pour elle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.